Cette semaine, nous allons parler de la cache-croûte du foie gras. Comme vous le savez, c'est un sujet qui est très débattu depuis longtemps, ça vous le savez peut-être moins, mais en tout cas aujourd'hui, on sait que c'est la grande guerre entre ceux qui disent que on a toujours mangé ça et c'est parfaitement cachère et il n'y a aucun problème, et ceux qui disent mais jamais de la vie, ça n'a jamais été cachère, tous les organismes de cache-croûte sérieux, ils ont toujours interdit. Et au-delà de ça, la raison pour laquelle c'est interdit ou c'est permis n'est souvent pas claire dans la tête des gens. Les gens croient que le motif principal, c'est le fait que la bête souffre, ce qu'on appelle en hébreu tsar ba'al chayim, et que ça suffirait à interdire. Il y en a qui croient que c'est parce que la bête elle est malade, et on voit que le foie il n'est pas un foie normal, donc ça veut dire que la bête elle est malade. En réalité, le problème principal vient de l'œsophage. Parce que comme vous le savez, le foie gras s'obtient par gavage des oies ou des canards. Le fait même que j'ai cité les oies en premier, alors qu'en fait en France on fait surtout du foie gras de canard, est aussi un des aspects du problème, parce qu'en réalité, dans les sources classiques, on ne parle pas de canard, on parle que des oies. C'est pas évident à la base qu'on puisse étendre au canard, mais on va revenir dessus. Donc, comment se passe le gavage ? On va enfoncer de la nourriture dans l'œsophage de l'oie. Comment est-ce que c'est possible ? Alors, il faut comprendre que tout ça est rendu possible par une spécificité anatomique des oies et des canards et de toutes les volailles d'eau comme ça, qui les différencie des autres oiseaux. Tous les autres oiseaux ont donc un œsophage qui, à un endroit, a un renflement qu'on appelle un jabot, dans lequel ils stockent la nourriture. Et ensuite, l'œsophage continue dans ce qu'on appelle le gésier. Et le gésier, c'est ce qui remplace les dents chez l'oiseau. Comme il n'a pas de dents, donc pour broyer la nourriture, ça arrive dans le gésier et c'est là que c'est broyé. Et ensuite, ça passe dans l'estomac. Chez les oies et chez les canards, il n'y a pas de jabot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renflement dans l'œsophage, parce que, comme ils ne sont pas des oiseaux de forêt, mais ils sont des oiseaux de plans d'eau, ils sont beaucoup plus exposés aux prédateurs. Donc, pour se nourrir, ils ont besoin d'avaler beaucoup plus rapidement et de pouvoir stocker dans leur œsophage, dans tout leur œsophage et pas seulement dans le jabot, pour pouvoir s'envoler dès qu'il y a un prédateur qui arrive. Donc en fait, ils n'ont pas de jabot, mais en quelque sorte, leur œsophage n'est qu'un énorme jabot. Donc, c'est un œsophage qui est beaucoup plus solide et qui a beaucoup plus de résistance à la pression interne qu'un œsophage classique. Maintenant, comment est-ce que c'est constitué un œsophage ? Un œsophage, c'est essentiellement donc, un tube élastique qui est enveloppé par un muscle qui va faire descendre. Ces deux parties-là sont appelées dans la Gemara Krom Chitzon et Krom Pnimi. La membrane extérieure qui est rouge et la membrane interne qui est blanche, qui est en fait translucide. La membrane extérieure qui est rouge, qui est le muscle, c'est pas du pur muscle, c'est des vaisseaux sanguins, c'est du mucus, etc. C'est une membrane qui est très complexe. Alors que la membrane interne, c'est essentiellement une baudruche, quoi. C'est-à-dire c'est une membrane qui est élastique et qui est très simple. Je parle sous le contrôle des pharmaciens et médecins présents dans la salle. Donc, à partir de là, comment est-ce que ça se passe le gavage ? On prend l'animal. Aujourd'hui, c'est mécanisé, avant c'était à la main. On le coince, on lui enfonce dans la gorge de la nourriture. Qu'est-ce qu'on lui enfonce comme nourriture ? Essentiellement du grain. Donc, à une certaine époque, c'était de l'avoine ou du blé. Ensuite, à partir de la découverte de l'Amérique, ça commence à être du maïs. Et on lui fait manger une quantité astronomique de grains. C'est-à-dire que ça se passe en général sur quelques semaines, entre 3 et 5 semaines. Et
sur ce laps de temps, on leur fait manger à peu près entre 21 et 23 kilos de grains. Donc ça veut dire que on leur fait manger à peu près 1 kilo de grains par jour, en 3 fois. C'est énorme pour un animal qui fait à la base 4 kilos, quoi. Au point que le foie voit son volume multiplié par 8 suite à ce gavage-là. Avec un point supplémentaire, c'est que traditionnellement, le gavage qui se faisait par exemple en Hongrie, c'était pour obtenir de la graisse d'oie, parce que comme on n'avait pas d'huile d'olive, ou d'huile de tournesol, des choses comme ça, en pays ashkénaze, on utilisait beaucoup de la graisse animale, donc on avait besoin de graisse d'oie. Alors qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup pour le foie gras. C'est évidemment beaucoup plus lucratif. Mais les techniques de gavage ne sont pas les mêmes. Le gavage pour obtenir du foie gras doit être beaucoup plus rapide que pour obtenir de la graisse d'oie. Si vous engraissez trop lentement, vous obtenez de la graisse d'oie, mais pas autant de foie gras que si vous gavez très rapidement. La graisse, elle vient d'où, en fait? La graisse, elle vient juste du corps de l'animal, qui va prendre de la graisse partout comme... Elle est extraite de la cuisson, quoi. Oui, c'est ça. Et suite à ce gavage, donc l'œsophage, en 3 semaines, va se distendre, il va doubler de capacité. Et il faut savoir aussi que donc la résistance pour vous donner une idée, la résistance de cet œsophage à la pression interne est 5 fois supérieure à celui d'un ballon de baudruche. Donc c'est quand même, ça résiste, pas n'importe quoi. Les techniques ont beaucoup évolué. Avant, on faisait un gavage entièrement à la main. C'est-à-dire, on prenait des grains secs et on les enfonçait dans la gorge comme ça, avec le pouce. Et ensuite, on palpait l'œsophage pour que ça descende et on remettait du grain et on repalpait jusqu'à ce qu'on remplisse tout l'œsophage. Après, parfois, on faisait même ça carrément, quand on n'arrivait plus à enfoncer, on prenait carrément un petit bâton et on poussait comme ça. La belle époque. On va parler de Tsar Ba'alei Chayim, de la souffrance des animaux. Ensuite, la technique, ça a été qu'on a utilisé un tube, carrément. On enfonce un tube en métal dans tout l'œsophage jusqu'au gésier et on envoie donc du grain. Alors, entre-temps, les techniques, elles avaient évolué. Au lieu de mettre du grain sec, on mettait du grain cuit. Donc, comme ça blesse moins l'animal. Aujourd'hui, on utilise carrément une purée de grains de maïs. Donc, on met un tube comme ça, et petit à petit, on retire le tube jusqu'à ce que l'œsophage soit rempli. Et aujourd'hui, c'est automatisé, c'est la même chose que dans une machine. Certaines techniques récentes n'enfoncent pas le tube jusqu'au gésier, mais uniquement jusqu'au début de l'œsophage. Et ensuite, comme c'est de la purée, ça peut descendre plus facilement. Donc voilà, comment ça se passe. Maintenant, quels sont les problèmes que ça pose au point de vue de la halakha? On a parlé la semaine dernière des problèmes de tréphot, c'est-à-dire de défauts mortels dans l'anatomie d'un animal qui rendent la bête impropre à la consommation. Parmi ces tréphot, il y a non seulement donc, les poumons dont on a parlé la semaine dernière, mais aussi l'œsophage. Alors c'est vrai que normalement, on ne vérifie pas l'œsophage. Parce qu'en général, il n'y a pas de problème. Mais avec cette technique-là, vous comprenez bien qu'il y a possiblement des problèmes. Alors, que dit la Gemara, Daf Memvav dans Masechet Choulin? Elle dit que dès que l'œsophage est percé, la bête est taref. Mais pour que l'œsophage soit percé, il faut que les 2 membranes soient percées. De part en part, évidemment. De part en part, c'est un trou qui vous passez le doigt ou une paille et ça traverse. C'est pas juste que c'est un peu accroché. Tant que l'une des 2 seulement est percée, la bête n'est pas taref. Maintenant, et comme il y a quand même un jeu entre les 2 parois, alors même si les trous ne sont pas franchement en face, mais qui sont du même côté, on considère que c'est quand même taref,
parce que finalement, il y a une communication. Il est possible que par le jeu entre les deux membranes, les deux trous se retrouvent en face. Or, gros problème, c'est que autant la membrane interne, s'il y a un trou, ça peut se voir, puisque c'est une membrane qui est fine et qui est simple, autant la membrane extérieure qui est donc rouge et qui est complexe anatomiquement, s'il y a un trou, ça ne se voit pas forcément. Donc, la Gemara discute, un des cas classiques, c'est si un animal a été si une oie a été attaquée par un renard, par exemple, et que donc elle a été blessée de l'extérieur, alors il n'y a pas de possibilité, je vous la fais courte, il n'y a pas de possibilité de vérifier l'œsophage, puisque l'attaque sera sur la membrane extérieure. Et la membrane extérieure, on ne peut pas la vérifier. Nous, ce qui nous concerne, c'est quand le dommage vient de l'intérieur. Typiquement parce que vous allez avoir une graine, ou un grain d'avoine, etc., qui s'est fiché dans l'œsophage. Et donc qui a attaqué la membrane intérieure, peut-être de part en part, peut-être pas de part en part, et si c'est de part en part, est-ce qu'elle a attaqué la membrane extérieure? Passage du tube lui-même n'a pas d'incidence. Pardon? Le passage du tube lui-même n'a pas d'incidence. Alors justement, ça on va y venir. Pour l'instant, je fais l'exposé théorique et on va voir quels sont les problèmes aujourd'hui que pose le gavage. Mais c'est vrai que dans les sources classiques, on parle surtout du problème des grains eux-mêmes. Dans la Gemara, à l'époque, il n'y avait pas de tube, on faisait ça à la main. Donc l'un des points sur lesquels s'accrochent les textes classiques, c'est une position de Oula. Oula, qui est un des sages de la Gemara, dit s'il y a une épine qu'on a retrouvée fichée dans la paroi interne de l'œsophage, mais qu'elle n'a pas transpercé, à ce moment-là, on ne craint pas que finalement, peut-être que cette épine-là, elle a transpercé, mais ça a guéri, et donc la paroi interne a été transpercée et a cicatrisé, mais mal, et la paroi externe a été touchée, mais on ne le voit pas. Parce que comme elle est rouge et qu'elle est complexe, alors juste une petite piqûre comme ça ne se voit pas. Puis en plus, comme il y a des aliments qui passent tout le temps dedans, juste une petite tache de sang, elle a pu disparaître. Alors, Oula considère que ça, c'est un risque qu'on ne prend pas en compte. La plupart des décisionnaires considèrent que la halakha n'est pas comme Oula et que ce risque-là, on le prend en compte. Et c'est là-dessus que vont venir discuter les décisionnaires ultérieurs sur la cacheroute du foie gras. Ils vont s'attacher sur ce point-là. Mais avant ça, il faut bien comprendre que le problème d'un trou dans l'œsophage ou juste d'un défaut dans l'œsophage, ce n'est pas forcément un trou causé par une épine. Ça peut être aussi, par exemple, une inflammation ou une infection, ce qu'on va appeler machala, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la pathologie et pas juste du mécanique, une maladie. Et dans ces cas-là, on va considérer que la plupart des poskim, c'est chez Tosfot que ça commence cette idée-là, on va faire une différence entre un trou causé par une épine et un trou causé par une pathologie. Et on va dire que autant si le trou il est causé par une épine, il n'y a pas, et que ça a transpercé la membrane interne, alors c'est forcément tarif parce qu'on ne peut pas vérifier la membrane externe. Mais dans la mesure où le Talmud nous dit que normalement ce n'est taref que si les deux membranes sont percées, ça veut bien dire qu'il y a un cas possible où on peut distinguer le cas de figure où il n'y a que la membrane interne qui est percée et le cas où les deux membranes sont percées. Or, si tu me parles d'un trou par une épine, dès que la membrane interne elle est percée, tu me dis qu'on ne peut pas vérifier la membrane externe. Donc, il y a forcément un autre cas
ou même si la membrane interne est percée, on peut vérifier la membrane externe. Et Tosfot dit c'est dans le cas d'une maladie, où à ce moment-là, le trou, il n'est pas causé par une petite pointe, c'est pas ponctuel, c'est quelque chose qui est au niveau d'une zone, qui a une irritation, qui a une infection, qui a eu des champignons, des choses comme ça. Et donc, si ça a attaqué la membrane interne au point de causer un trou de part en part, alors on devrait pouvoir trouver des traces de cette infection qui se seront propagées sur la membrane externe aussi. Donc, dans ce cas-là, dit Tosfot, si le trou de la membrane interne est causé par une maladie, si la membrane externe est complètement propre, alors c'est le cas de figure envisagé par la halakha, qui est qu'il n'y a que la membrane interne qui est percée et pas la membrane externe. C'est pas un raisonnement à 100%. Tout à fait, tout à fait. J'insiste pas dessus parce que ça va nous emmener un peu loin, mais c'est vrai que c'est le cas inverse de quand la bête elle a attaqué, là c'est une attaque sur la membrane extérieure, etc. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que finalement, les dommages qui sont créés par le gavage ne sont pas forcément tous dans la catégorie d'un trou creusé par une épine, ou par la pointe du grain d'avoine, etc. Il y a certains décisionnaires, en fait c'est une grande discussion, de savoir que les irritations qui sont causées par le tube, ou ce qui est le plus fréquent aujourd'hui, les mycoses causées par le fait qu'on leur injecte de la nourriture qui est une purée, donc qui est humide et qui reste dans l'œsophage tout le temps de la digestion. Est-ce que, bon, les mycoses, on peut croire que c'est une maladie, il y en a qui disent les irritations causées par le tube, ça rentre aussi dans la catégorie d'une maladie. Voilà les grandes catégories. Maintenant, le texte sur lequel tout le monde s'écharpe. Je vais y venir après. Oui, je vais y venir après. C'est vrai que l'état général de la bête, c'est aussi un problème. Mais la grande discussion, c'est vraiment sur ces histoires d'œsophage. Alors, voilà comment le Rameau parle du foie gras. Donc, c'est à propos de la synthèse du Shulchan Aruch qui parle de savoir est-ce que la halakha elle est comme oula ou pas. C'est-à-dire savoir est-ce que si on trouve une épine qui est coincée dans la gorge, est-ce qu'on peut autoriser si par ailleurs il n'y a pas de taches de sang, etc. Donc le Shulchan Aruch s'exprime comme ça. Il dit... Je vais directement le ramasser, c'est pas bien, je crois. Veyesh marchirim, il y en a qui autorisent, quand on trouve une épine plantée, im en koreddam mi bachutz, s'il n'y a pas de petites traces de sang à l'extérieur. Donc ça c'est la chita de Oula, et parmi les décisionnaires médiévaux, c'est essentiellement le Ravan, Rabbi Eliezer ben Nathan, qui est posé comme ça. Delo chayshinan shema ivri, parce que on ne craint pas que ça ait, alors ivri, il y en a qui traduisent soit que ça a guéri, soit que ça a transpercé complètement. Et le roche, il est possède comme le Ravan aussi. C'est pour ça que c'est quand même une opinion à prendre en compte. Et là, c'est très important. Et dans notre ville, à Cracovie, on a pris l'habitude de suivre cet avis-là. Dans le cas des oies qu'on gave pour obtenir de la graisse. Parce que ça fait longtemps que les autorités rabbiniques ont décrété qu'il faut procéder à l'examen de l'œsophage. Mishum de Shachiach Yoter Misichot Area, parce que dans le cas des oies gavées,
les problèmes d'œsophage sont statistiquement encore plus prévalents que les cirrhotes du poumon dont on a parlé la dernière fois, pour lesquels on sait que depuis le Talmud, c'est obligatoire de les vérifier, à cause de leur prévalence, justement. Et il rajoute ensuite, Vena'agu le'akel beyashav lo kutz beveshet. Mais d'un côté, ils ont imposé la vérification, de l'autre côté, ils ont autorisé, dans le cas où on trouve une épine qui est donc en fait un grain d'avoine qui est planté à l'intérieur de l'œsophage, imeno nikev mishne tzadedim, si c'est pas percé de part en part, ou chez en koret dam mibachutz, ou qu'il n'y a pas de taches de sang à l'extérieur, là ils ont autorisé. Donc d'un côté ils ont imposé une vérification, de l'autre côté ils se sont appuyés sur un avis qui valide certains cas, contrairement à... Oui, en fait, j'ai lu ça, mais effectivement, tout le monde corrige en disant qu'il faut, en fait, c'est deux conditions cumulatives. Il faut que ce soit pas percé de part en part, et non seulement c'est pas percé de part en part, mais en plus, il n'y a pas de tache de sang. Oui. Et le Rama conclut, Veyesh et Dakdek baiser harbe. Il faut bien peser le pour et le contre dans cette situation-là. Hein. Kihu isur de oraita. Parce que finalement, si on parle quand même d'un interdit d'ordre biblique. Veyoter hayatov chez l'olivdok klal. Il aurait mieux fallu, dit-il, c'est là le gros problème, ne pas vérifier du tout, velismor al rouva, et de s'appuyer sur la majorité, même si finalement c'est pas une majorité à 95% comme les autres très fautes, c'est plutôt une majorité à 80-75%. Mi livdok ou laquelle bemakom de ikar reuta, plutôt que d'imposer une vérification et finalement arriver à être mekil dans des cas où on a quand même le signe qu'il y a eu un problème. Ce Rama-là, il est très problématique. Il est énorme. Tu viens de me dire que c'était que c'était plus grave que les adhérences des poumons, et tu es en train de me dire que finalement, plutôt que d'aller s'amuser à faire des vérifications et ensuite à être mekil, il fallait carrément pas faire de vérification. Ce qui fait que finalement, tous les commentateurs disent que il dit ça comme ça, mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il faut vérifier, et que si on vérifie et qu'il y a effectivement un grain d'avoine qui est planté, alors il faut considérer que la bête est taref et pas se baser sur le Oula et le Ravan et le Roche pour autoriser. Au point que le Bar, donc le Baït Radash, rebondit là-dessus et dit il n'y a aucune raison d'autoriser le gavage des oies dans ces conditions-là. Et en fait, le grand débat général entre les décisionnaires sur est-ce qu'on peut gaver les oies ou pas, c'est ça. C'est dans la mesure où finalement c'est une pratique qui crée des tréfautes avec une incidence qui est relativement forte. Est-ce qu'on peut autoriser a priori les gens qui produisent du foie gras à adopter de telles pratiques, ou est-ce qu'il vaut mieux interdire ces pratiques-là? Et en fait, ce que vous voyez chez tous les décisionnaires, c'est que tous ceux qui autorisent n'autorisent pas dans la théorie, on n'est jamais dans un vide, on est dans une configuration sociale et historique précise. Ceux qui autorisent sont ceux qui sont en poste dans des endroits où on a toujours fait du foie gras, et donc vu qu'on a toujours fait du foie gras à cet endroit-là, Mistama, ça veut dire que les rabbins sur place ont autorisé, et donc on essaye de trouver des moyens pour que la cache-route soit la meilleure possible. Alors qu'à l'inverse, ceux qui interdisent sont ceux qui sont rabbanim dans des endroits où on ne le fait pas, et la question qu'on leur pose en général, c'est est-ce qu'on peut commencer à le faire? Et eux disent, il n'est pas question de commencer à adopter une pratique qui, avec les meilleurs bdikot du monde,
multiplie quand même les tréfotes. Mais encore une fois, ça, finalement, c'est une question pour les producteurs. Les consommateurs sont peut-être dans une situation différente. Mais finalement, le producteur, la question, c'est est-ce que je peux adopter une pratique qui crée des tréfotes? Alors que le consommateur, lui, il dit, est-ce que je peux consommer un produit après une dika qui a été faite? Ce n'est pas tout à fait le même cas. Alors, C'est un petit peu peut-être utopique, mais si effectivement il y avait une dika systématique et qu'on élimine dès qu'il y a un problème, nous on pourrait autoriser à ce moment-là. alors je vais y venir justement. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui interdisent complètement. Ceux qui interdisent complètement, c'est essentiellement le bar, en pratique le Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch, le Aruch HaShulchan, d'autres encore qui sont moins connus, et en Israël, quand il s'est posé la question de dire est-ce qu'on va commencer ces pratiques-là, le Rav Tzvi Pessar Frank, le Chazon Ish, le Tzitz Eliezer, on dit il n'est pas question qu'on commence à pratiquer ça ici, vu les problèmes potentiels que ça peut poser. Et plus généralement, les Galiciens, c'est-à-dire cette région polonaise, eux sont connus pour avoir toujours interdit, alors que leurs voisins, les Hongrois, l'ont toujours pratiqué. Et ceux qui permettent sont aussi très prestigieux. Vous avez le Taz, le Pri Chadash, le Pri Megadim, le Khatam Sofer, le Emunat Shmuel, le Mahari Assad, le Shach, même s'il est marqué, etc. Donc il y a quand même beaucoup de poskim qui n'ont pas une position absolue en disant c'est sûr que c'est taref. La position de ceux qui interdisent, c'est pas c'est sûr que c'est taref. C'est on ne va pas commencer à autoriser une pratique qui crée des problèmes. C'est clair. Même s'il est minoritaire. Mais il n'est pas minoritaire, c'est-à-dire que même s'il était minoritaire. Ensuite, la grande question qui se pose, c'est que pour la vérification qui est faite, les poskim divergent quant à la position adoptée en fonction des paramètres que j'ai énoncés plus haut. Par exemple, le Taz et le Pri Chadash, ils considèrent que à part si vraiment c'est un trou qui est clairement causé par une épine, dès que c'est un trou qui est causé par une irritation, par une maladie, par des champignons, etc., eux, ils considèrent que même si la membrane interne, elle est percée de part en part, et même si la paroi externe est un peu touchée, mais qu'on voit que ça n'a pas transpercé, eux, ils autorisent. Le Pri Megadim, en tout cas, dans le cas d'un gavage mou, il autorise dans ces cas-là. D'autres, le Emunat Shmuel et le Mahari Assad, ils autorisent uniquement si la membrane externe n'est pas du tout touchée. D'autres, le Chut Hashani, le Khatam Sofer, le Tzemar Tzedek en théorie, autorisent uniquement si la membrane interne n'est pas trouée de part en part. Et le Shach, lui, considère que même les irritations dues au gavage ont le statut d'un trou causé par une épine, c'est-à-dire c'est mécanique et pas pathologique, et donc il autorise que si la membrane interne elle-même est complètement intacte. En pratique, comment on fait pour vérifier? Alors c'est vrai que la Gemara a l'air de dire qu'il faudrait pouvoir vérifier absolument l'œsophage dans son intégrité, et donc qu'il faudrait faire un truc très compliqué. Il faudrait faire la shrita que sur la trachée artère. Parce que vous savez que voilà, pour les behemoths, pour les vaches et les agneaux, etc., la shrita, elle suppose que l'on coupe en un seul aller-retour sans appuyer, etc., la trachée artère et l'œsophage. Pourquoi il crée un problème de shrita éventuellement lié à des hommes qui ne pas alors, sauf dans... Alors, en fait, je vais y venir. C'est vrai que pour les oiseaux, en théorie, couper soit la trachée artère, soit l'œsophage, ça devrait suffire, en théorie. Et la Gemara, elle parle d'un cas où une bête, où une oie, elle est attaquée par une bête,
Et donc, c'est quelque chose qui est une attaque de zone. Et comme on ne peut pas vérifier la membrane extérieure, il faut absolument vérifier la membrane intérieure. Or, comme on ne sait pas exactement où est-ce que l'oie a été touchée, il faudrait faire l'abdika de tout l'œsophage. Maintenant, pour les problèmes de foie gras, où là, c'est forcément plus localisé, tous les décisionnaires autorisent et même imposent de faire la shrita sur la trachée artère et l'œsophage. Parce que c'est vrai qu'en théorie, on a besoin de couper que l'un des deux, mais en pratique, on a toujours imposé de couper les deux. En plus, il faut que les veines jugulaires soient coupées aussi. Donc, on est obligé de passer sur tout. Donc ça, c'est pas un problème. Comment ça se passe? On prend l'œsophage, on l'extrait dans son intégralité, et on sépare les deux membranes. Et on fait l'examen de la membrane interne comme une baudruche. En théorie, le mieux, ce serait vraiment de l'inspecter millimètre par millimètre avec un brin de paille et de passer à chaque endroit, vérifier qu'il n'y a pas un trou. En pratique, ce qui a toujours été fait chez les Hongrois, etc., c'est qu'on noue l'œsophage à une extrémité, on le gonfle et et ensuite on le rage de l'autre côté et on voit si ça siffle, on voit s'il y a de l'air qui sort. Dans de l'eau. Comme pour les poumons, c'est le même système. Okay. Et ça, incidemment, alors j'ai pas vu de décisionnaire qui avait une position absolue là-dessus, mais j'ai quand même vu noter quelque part, je crois que c'est chez Rav Shlomo Amar, qu'on lui a rapporté que cette opération de décollage des deux membranes était beaucoup plus difficile sur le canard que sur l'oie. Donc il y aurait éventuellement des problèmes supplémentaires sur le foie gras de canard par rapport au foie gras d'oie. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des conditions de production qui ne sont pas les conditions à l'ancienne. Avant, si vous faisiez 10 oies dans la journée, c'était beaucoup. Aujourd'hui, ça travaille à la chaîne, dans des usines, où les botkim, les vérificateurs, ils voient passer des centaines d'œsophages dans la journée. Forcément, on est dans des situations de travail qui sont moins idéales que à l'époque ancienne. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ceux qui autorisent sur des bases qui sont fondées sur des grands décisionnaires, sur des pratiques qui ont été transmises dans le milieu des shochatim et des botkim de certaines régions de Hongrie ou d'Alsace, etc., depuis des générations. Donc, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. On ne peut pas dire que le foie gras qui est produit dans ces conditions-là, il n'est pas cachère. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'agences de cache-route qui ne certifient pas du foie gras? Parce que dans la mesure où il y a beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il ne faut pas rentrer dans ces histoires de foie gras. Il ne faut pas encourager ces pratiques qui créent plus de tréfautes. En fait, c'est la même logique que le Rama. Le Rama, il disait, oui, on a un gros problème d'équilibrage entre, d'un côté, des pratiques qui sont un peu laxistes, où on autorise des choses qu'idéalement on n'aurait pas autorisées. De l'autre côté, on impose des vérifications supplémentaires. Là, c'est la même logique au point de vue général. Est-ce qu'un rabbinat peut autoriser des pratiques qui créent des tréfautes pour ensuite autoriser quand même le foie gras qui est produit avec ça sur la base de bdikot? C'est une question qui relève pas forcément de tel ou tel Siman Shulchan Aruch, c'est une question logique de comment est-ce que ça fonctionne, quelle est la responsabilité d'un rabbinat quand il donne son hercher. Et comme, là on le présente de manière très schématique, mais en fait, en pratique, quand vous examinez un œsophage, il y a plein de problèmes. C'est-à-dire, c'est pas juste il y a un trou, il n'y a pas un trou. C'est qu'il y a des irritations, c'est qu'il y a parfois, avec ces pratiques-là, il peut y avoir des nécroses au niveau de l'œsophage, que parfois on voit dans les textes, ils posent la question, alors comment ça se passe si on trouve un asticot coincé entre la membrane extérieure et la membrane intérieure? On se dit, bon, d'une part, c'est pas très ragoûtant. Comment il est arrivé là?
Est-ce que Birchal, ça peut exister? En fait, oui, ça peut exister, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des tissus qui sont très abîmés par 3 semaines de gavage intensif, vous avez des nécroses, et vous avez des infections, et vous avez des choses qui peuvent se produire comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec des situations comme ça, où ça rentre pas forcément dans les petites cases claires de Seif Yud et Seif Yud Aleph dans le Shulchan Aruch. En plus de ça, il y a d'autres critères qui sont pris en compte. Il y a effectivement cette question de Tsar Ba'alei Chaim, c'est-à-dire la souffrance animale. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est ça le premier critère. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Que d'une part, Tsar Ba'alei Chaim, ça ne concerne pas la cacheroute de la viande. C'est-à-dire qu'un animal qui a souffert des souffrances inutiles pendant son élevage, sa viande n'est pas interdite à la consommation pour autant. La question se pose au niveau du producteur. Encore une fois, est-ce que on peut autoriser un producteur à produire du foie gras, et quand on lui dit on va certifier ton foie gras, c'est donc quelque part qu'on lui donne un blanc-seing, sachant que ça peut créer des souffrances inutiles à l'animal. Alors là-dessus, le gros problème, si on peut appeler ça un problème, pour notre conscience moderne, ça peut être un problème, c'est que Tsar Ba'alei Chaim, ça concerne uniquement la cruauté envers les animaux. C'est de la cruauté gratuite. Tsar Ba'alei Chaim, c'est le type qui s'amuse à enfoncer des allumettes dans les yeux des chatons. Bon. Ou, à la limite, d'après la plupart des poskim, la chasse sportive, c'est le Noda B'Yehuda autorise. Mais c'est Noda B'Yehuda. Tout le monde n'autorise pas au même titre. C'est Noda B'Yehuda, ok. Alors, effectivement, la chasse sportive, en général, on estime que c'est de la souffrance gratuite infligée à l'animal parce que ça sert à rien. On tue la bête et puis c'est fini. Puisqu'en plus, on ne peut pas la manger, on n'a pas fait la shrita. Mais effectivement, même le Noda B'Yehuda dit on peut permettre la chasse sportive parce que ce n'est pas de la pure cruauté des animaux. Finalement, on fait ça pour se divertir, donc finalement, ça sert à quelque chose. Mais normalement, dans le cadre d'une alimentation, du fait qu'on gave les oies pour obtenir du foie gras, alors ça ne s'appelle pas de la cruauté gratuite. Après, on peut discuter au niveau méta-halachique, est-ce que finalement on a besoin du foie gras? Est-ce qu'il y aurait lieu de mettre dans la balance d'un côté le bénéfice gagné par avoir du foie gras et de l'autre côté la souffrance animale pesée? Ça, c'est des questions qui peuvent se poser, mais en tout cas, ça n'a pas d'incidence sur la cacheroute de la viande en tant que telle. Non seulement ça, et puis au-delà de ça, les mêmes qui vont dire oui, les rabbins, ils devraient interdire le foie gras parce que l'animal, il souffre, sont les mêmes qui trouvent que les rabbins se mêlent de trop de trucs. Alors, on ne peut pas dire d'un côté, je veux que la cacheroute qui est donnée sur ma viande ou mon foie gras, ce ne soit pas juste sur ce qui est défini au sens strict dans le Shulchan Aruch, comme Ilchot Trefot et Melicha et tout ce qui concerne la cacheroute en tant que telle, mais je veux qu'il certifie le bien-être animal. Et après, je veux, comme certains disent, je veux qu'il certifie que les employés soient payés un salaire raisonnable, je veux que les cadences soient conformes à la dignité humaine, je veux que machin, etc. Mais de l'autre côté, les mêmes vont dire que quand un rabbin exige que ceux qui travaillent dans les usines soient des gens qui sont shomer Shabbat ou shomer mitzvot, ah non, là c'est de l'ingérence religieuse. Donc c'est pas facile, on peut pas demander tout et rien au rabbanim. Pour l'instant, les gens qui s'occupent de cacheroute sont des gens qui sont spécialisés là-dedans et ils font le travail qui leur est demandé. Si après on veut rajouter des normes rabbiniques, une certification au niveau de la souffrance animale, une certification au niveau des normes d'hygiène, une certification au niveau des normes de travail, etc., alors on change complètement la définition, sachant qu'en plus, que ce soit en France, en Israël, aux États-Unis, il y a des lois là-dessus. Il y a des lois sur la souffrance animale, il y a des lois sur l'hygiène, il y a des lois sur les conditions de travail. Donc pourquoi
de quel droit est-ce que les rabbins vont aller faire le travail de la répression des fraudes ou de l'inspection du travail, etc. C'est bien. Le problème qui se pose aussi, c'est effectivement la question de la viabilité de l'animal. C'est vrai que il y a un rave, un rebbe, on peut dire, qui considère que l'aspect du foie gras en lui-même est un signe de tréfaute. Parce que le foie, au lieu d'être rouge, est blanc et il se liquéfie facilement. C'est le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, le Bnei Sachar, qui dans Igra de Kala dit ça. Il dit, il me semble que la bête est malade à cause du foie. Le foie lui-même est malade et donc la bête est malade et donc la bête est taref indépendamment de le sauvage. C'est le seul qui dit ça, personne ne le suit dessus. Parce que, d'une part, ça ne fait pas partie des ilchot tréfautes, et plus globalement, en fait, il n'y a pas de consensus sur l'état pathologique ou pas des oies qui sont gavées. C'est vrai que la bête, elle n'est pas très en forme au bout de 3 semaines de gavage. Parce que vous imaginez bien, comme le foie, il a vu son volume multiplié par 8, tous les autres organes internes sont comprimés. Donc la bête, elle ne tient pas vraiment debout. À une époque, mais ça encore une fois, c'est des statistiques qui évoluent, a priori, j'ai vu ça dans un texte du milieu des années 70, je crois. Il disait qu'on observait 12% de pertes pendant le gavage. C'est-à-dire, pendant le gavage, il y avait 12% des bêtes qui mouraient. Non. Et ensuite, la grande discussion, c'est savoir, est-ce que une oie qui a été gavée comme ça pendant 3 semaines, qui a fait 25 kg de grains pendant 3 semaines, est-ce qu'elle peut survivre à ça? Et là, honnêtement, j'ai cherché aussi bien dans nos sources que dans les sources vétérinaires, il n'y a pas de consensus là-dedans. Il y en a qui disent qu'on est obligé de faire la shrita immédiatement après la période de gavage, parce que sinon les bêtes elles crèvent sur pied. Il y en a qui disent au contraire que si on la laisse se remettre, les bêtes se remettent. Et effectivement, anatomiquement, on voit que ces animaux-là sont aptes au gavage par la configuration de leur œsophage, que naturellement, ils ont tendance à se remplir l'œsophage, et que dans le cas d'oiseaux migrateurs aussi, ils ont tendance à accumuler de la graisse pour pouvoir migrer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une aberration absolue au niveau de leur propre physiologie. Il y a des tests, mais tu trouves tout et n'importe quoi, honnêtement. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup. Dès qu'on essaye de trouver des sources extérieures dans des manuels de pathologie animale, d'anatomie animale, de manuels vétérinaires, sur des questions qui nous paraissent très simples, par exemple, dans un sujet complètement différent, l'anatomie de l'œuf. D'accord ? Comment est-ce que c'est constitué un œuf? Et comment ça se passe quand, par exemple, nous, on est très concernés par quand on trouve une tache de sang dans un œuf, suivant là où c'est placé, il y aura un chiot là-dessus, suivant là où c'est placé, alors c'est le signe que l'œuf il a été fécondé ou pas, etc. Alors, j'ai cherché dans des sources vétérinaires, il n'y en a aucun qui discute précisément sur comment ça fonctionne dans un œuf et quand il y a une tache de sang sur tel ou tel endroit, à quoi ça correspond. Silence complet. Et là, pareil, sur les oies, déjà pour trouver des choses précises sur l'œsophage de l'oie, savoir comment il est constitué, etc., à part des schémas, il n'y a pas grand-chose. Et de dire sur une étude, pandémique, la pathologie des oies après gavage, etc. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui permettent de dire que oui, c'est sûr que les bêtes vont crever dans les 2 jours, ou oui, c'est sûr que les bêtes se remettent normalement. Il y a des statistiques comme ça qui sont faites un petit peu
sur des petits échantillons et qui sont toujours très orientés idéologiquement. C'est pas facile. Et comme je l'ai dit, il y a aussi ce problème, donc, on a parlé du gavage des oies, ce dont on parle dans toutes les sources, c'est le gavage des oies, le gavage des canards. La seule chose que j'ai trouvée, c'est chez Rav Shlomo Amar, où il dit que c'est moins facile de les décrocher. Alors, il y a certains décisionnaires aussi qui disent plus explicitement que les pratiques de gavage sont autorisées dans certaines régions du fait de la tradition, mais on l'a toujours fait que sur les oies, et on ne peut pas d'un coup l'étendre aux canards. Il y a encore un autre problème qui en fait n'est pas un vrai problème, mais je l'évoque quand même parce que ça peut arriver aux oreilles de certains. Il faut savoir que le canard qu'on utilise aujourd'hui pour faire du foie gras, ça s'appelle un mulard. Un mulard, c'est un croisement de deux espèces de canards qui sont différentes. Il y a le canard qu'on va appeler le canard, en anglais on l'appelle Peking duck, le canard de Pékin. En fait, la plupart des canards qu'on connaît sont juste des races de ce canard-là, qui est le canard répandu en Europe, en Asie, etc. Et un canard qu'on appelle très improprement canard de Moscovie ou canard de Barbarie, qui est une espèce qui vient du Nouveau Monde. Et on croise ces deux canards-là pour avoir des mulards, et c'est avec ça qu'on fait le foie gras. Or, sur ce canard du Nouveau Monde, d'une part, il y a un problème de Messora. Il faut savoir que normalement, en théorie, on ne peut manger des oiseaux que si on a une tradition qui remonte à un temps immémorial, qu'on a toujours considéré cet oiseau comme cachère. Parce que comme la Torah, elle lisse les oiseaux non cachères, et qu'aujourd'hui on ne sait pas avec certitude à quelles espèces ça correspond, alors pour la jouer safe, on mange que les oiseaux qu'on a toujours considérés comme cachères. Le poulet, etc. Des oiseaux qui viennent d'Amérique, par définition, on n'a pas de Massora qui remonte au Moyen-Âge. Donc, en théorie, on ne devrait pas manger ces oiseaux-là, sachant que l'oiseau le plus célèbre qui nous vient du Nouveau Monde, c'est la dinde. Or, il n'y a pratiquement personne qui considère qu'on ne peut pas manger la dinde. Parce qu'en fait, cette pratique de se baser sur une Messora, elle vient pour être une barrière de sécurité par rapport à des critères qui sont énoncés quand même. On a des critères qui sont énoncés dans la Gemara pour reconnaître un oiseau qui est cachère ou qui n'est pas cachère. Il y a au niveau de la forme de l'ergot, il y a est-ce que le gésier, la membrane du gésier se détache. Normalement, si ça a les pieds palmés, ça ne peut pas être un oiseau non cachère. Si ça a le bec plat, ça ne peut pas être un oiseau non cachère, etc. Donc, normalement, un canard qui vient du Nouveau Monde, non seulement, même s'il ne devrait pas y avoir de Messora, en fait, il a commencé à être consommé en Europe sans qu'on se pose de questions, et après les gens ont toujours dit, bah oui, ça fait 100 ans, 200 ans, 300 ans qu'on a l'habitude de le manger, et en plus on a observé son anatomie, son comportement, normalement ça ne rentre pas dans les critères des oiseaux non cachères, et alors là c'est un artefact de notre modernité, un des critères qui normalement rend un oiseau non cachère, c'est s'il est dorès. Dorès, c'est un oiseau de proie. Or, il y a des gens qui sont allés chercher la petite bête, qui ont trouvé un site internet d'une éleveuse qui disait qu'elle avait élevé des oiseaux, donc des canards de Barbarie, et qu'elle s'était rendue compte que c'était des oiseaux très agressifs qui allaient attaquer des souris ou des petits poussins, etc. Alors il y en a qui se disent « Ah, tu vois que c'est un dorès !» Et donc il faut interdire le canard de Barbarie. Alors c'est ça, on leur a répondu, mais si vous prenez ces critères-là, les poules et les poulets, etc., aussi, ce sont des animaux très agressifs. Voilà. Donc, mais en fait, personne n'a jamais considéré que c'était un dorès. Ça a toujours été autorisé. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire le canard de Barbarie, ni au titre d'absence de Messora, ni au titre de dorès. Donc, ça ne pose pas de problème pour le foie gras à ce titre-là. Mais je le mentionne quand même parce que il y a toujours quelqu'un qui va aller chercher un texte.
En France, c'est beaucoup du canard. En France, c'est beaucoup du canard. Alors, encore une fois, je le répète, moi je ne fais pas ce chiour-là pour aller donner des bons points ou des mauvais points à tel ou tel organisme de cache-route. Alors, il faudrait se renseigner. Mais moi, je considère naïvement que les organismes, les grands organismes de cache-route qui font la cache-route, ils savent ce qu'ils font. Donc, il n'est pas question d'aller dire, à partir de demain, ne mangez plus de foie gras, et le foie gras de machin, il est taref, et celui qui fait ça, il va au Gehinnom, etc. C'est pas la question. Mais il faut bien comprendre que c'est des pratiques qui ne font pas l'unanimité, et on ne peut pas appeler ça, effectivement, la méadrine, si on définit la méadrine comme une position où tout le monde est d'accord que c'est permis et qu'il n'y a aucun problème. Non. Le foie gras, il y a des problèmes qui sont causés nécessairement par la pratique même du gavage, et que donc quelqu'un qui veut manger une cache-route où on lui garantit qu'il n'y a eu aucun problème, évitera nécessairement le foie gras. Et c'est pour ça que les organismes de cache-route qui se veulent la méadrine, qui ne font que les choses qui sont reconnues par tout le monde, ne feront pas de foie gras. Ça ne veut pas dire que ceux qui font du foie gras font n'importe quoi. Mais encore faut-il que ce soit des gens qui sont particulièrement formés, qui ont une tradition de leur maître, de comment est-ce qu'on vérifie l'œsophage, et qu'est-ce qu'on vérifie, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Et qui ont une tradition aussi, au point de vue de l'halakha, est-ce qu'on va suivre les avis, est-ce que par exemple on va suivre le Taz, et que même si la membrane extérieure est un peu touchée, on autorise, ou est-ce qu'on va suivre le char et on va autoriser que si la membrane intérieure elle-même, elle est complètement intacte. Donc c'est ça tous les paramètres. Donc c'est ce qu'on a dit la dernière fois à propos de Glat Halak. C'est-à-dire que tout ça, c'est au-delà des catégories halachiques qui peuvent être simples, c'est des pratiques actuelles où ce qui prime, c'est pas tant la décision théorique du chef de la cache-route qui va dire on va autoriser le foie gras sur la base du char ou sur la base du Taz où on va refuser le foie gras, que comment est-ce que les botkim ils sont formés et à quel rythme est-ce qu'on fait ça et dans quelles conditions on le fait. Voilà. Donc je vous souhaite bon appétit. Alors, on peut parler de la cachérisation. C'est vrai que les gens ils s'échappent un petit peu sur la cachérisation. La cachérisation, en théorie, il n'y a pas de différence avec la cachérisation d'un foie normal. Il n'y a pas de différence. Alors après, on peut faire la route de comment est-ce qu'on cachérise un foie normal. Est-ce qu'il faut le cachériser parce qu'on sait qu'on peut que le cachériser que en grillant, pas en salant. La question c'est griller. Est-ce que c'est sur un feu ouvert ou est-ce que ça marche aussi sur un feu électrique? Il y a plusieurs degrés. Est-ce qu'il faut que ce soit juste cuit au tiers? Ou est-ce qu'il faut que ce soit cuit à la moitié? C'est la définition de ce qu'on appelle Ma'achal ben Drosai. Est-ce que ça peut être cuit à la casserole après ou pas? Et surtout, la question, c'est le temps. C'est-à-dire, est-ce qu'on va demander une cuisson, donc cuisson au tiers, cuisson à la moitié, cuisson jusqu'à ce que toute la surface soit sèche? Ou alors, est-ce qu'on va se baser sur les halachot de la salaison? Et de dire, en fait, il faut que ce soit, par exemple, est-ce que quand on dit il faut que ce soit cuit à moitié, est-ce que c'est la façon dont on a l'habitude de le cuire pour le consommer? Ou est-ce qu'en fait, il y a des dictionnaires qui disent ça, ils disent, en fait, la cuisson dont on parle, c'est la salaison, on calque les lois de la grillade sur la salaison, et donc, normalement, la salaison pour une viande, c'est 1 heure, et donc, si on dit qu'il faut la moitié du temps, il faut une demi-heure. Oui, mais alors il y en a qui disent qu'il faut effectivement que ce soit grillé au feu pendant une demi-heure. Ça dépend de la puissance du feu, ça dépend de la taille, etc.
Mais je comprends bien ton objection, mais c'est vrai que c'est comme ça que c'est exprimé dans les sources. Il y en a qui disent, de point de vue théorique, ben, normalement la salaison c'est 1 heure, donc la moitié de la salaison c'est une demi-heure, donc il faut que ce soit grillé pendant une demi-heure sur un grill et sur un feu ouvert. Et il y en a qui disent qu'il suffit donc que la surface extérieure soit sèche. Oui, c'est pour tous les foies. Il y en a qui sont plus méquilles pour le foie gras. Pardon? Oui, mais parce qu'on leur dit il suffit que la surface soit sèche, mais c'est vrai que dans les processus industriels où ils veulent avoir des trucs clairs, il y a certains poskim qui leur disent eh ben, vous faites griller le foie gras pendant une demi-heure. Je ne sais pas ce qui reste après. C'est possible. Après, j'ai vu aussi des poskim qui disaient que cette question de dire que le foie gras est gorgé de sang, que le foie est gorgé de sang, et que c'est pour ça qu'il faut le faire griller, etc. C'est moins un problème dans le foie gras parce que justement, comme on voit que le foie il est blanc, alors il y a beaucoup moins de sang que sur le foie, et donc on pourrait être plus cool pour la cachérisation du foie gras que pour la. Ça c'est une question théorique. J'ai jamais vu personne qui l'autorisait en pratique, mais bon, après, il faut savoir que de toute façon, le sang qui reste dans le foie, il est complètement autorisé. D'accord ? La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut le recuire à la poêle ou pas, après l'avoir fait griller ? C'est une autre grande question. Bon, ça c'est une autre question. La prochaine fois, on entame le cycle du lait. Donc on fera le lait chamour. Après, on fera une grande question. J'attends les fatwas sur ma tête. Et après, on fera le fromage et tous les dérivés du fromage, le lactosérum. Et donc, le lactosérum, vous n'ignorez pas maintenant que ça rentre dans la composition de beaucoup de gâteaux, de beaucoup de chocolat, et en particulier du Nutella. Donc, on parlera dans les prochaines semaines du lait chamour et du Nutella, qui sont apparemment les deux grandes passions du judaïsme parisien.